Salut à tous et bienvenue dans cette dernière émission de l'année 2023. Et évidemment, ce qu'on fait, comme chaque année, c'est qu'on regarde un petit peu son portefeuille, ses investissements, les décisions qu'on a prises, et puis on se dit, ouais, c'est plutôt bon, c'est plutôt pas mal, ou au contraire, on est désespéré de ce qu'on a fait cette année. Mais il faut l'avouer, 2023, ça a quand même été une super année pour les investisseurs. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes très contents de vos performances. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va même se poser la question, est-ce que c'était finalement possible de perdre de l'argent en 2023 ? Et pour un investisseur mondial, quoi de mieux pour se comparer que le MSCI Monde qui a progressé de 22% cette année. Alors ça, c'est si vous regardez une progression de l'indice, si vous voulez, donc en dollars, mais si vous êtes en euros, c'est plutôt 20% de performance, donc une très belle performance pour les actions cette année. C'est même mieux si on regarde uniquement les actions américaines qui ont 25% de performance. Alors même principe, hein, si vous regardez en euros, c'est un petit peu moins. Du côté des actions européennes, c'est plutôt 13% si on regarde le Stoxx 600, voire même 19% si on se concentre sur l'Eurostoxx 50. Mais en Europe, forcément, on a de grosses disparités. Ça va de 3% de performance pour la Suisse et puis pour la Grande-Bretagne, jusqu'à 28% de performance pour l'indice italien. Le CAC 40, lui, il est un petit peu entre les deux avec 17% de hausse. Et c'est clair que cette année, il valait mieux détenir du Ferrari ou bien du Stellantis plutôt que du Nestlé. Donc voilà, globalement, des performances plutôt sympas. Mais si vous êtes axé actions technologiques, donc plutôt États-Unis, mais actions technologiques, donc plutôt, on va dire, Nasdaq, vous allez avoir une performance qui a fait globalement plus de 50%. Le Nasdaq a une très belle hausse de 54% cette année. Alors, bien sûr, c'est parce qu'il avait fait une année difficile en 2022. Et c'est vrai, de la plupart des classes d'actifs qui ont bien performé, c'est souvent parce qu'elles avaient eu une mauvaise année 2022. Si on regarde du côté des ETF marchés émergents, qui sont globalement moins présents dans vos portefeuilles, mais qui ont souvent une petite place quand même, on a des performances sur des ETF marchés émergents en euros qui vont de 4 à 7%, mais avec encore de grosses disparités. On a des très belles réussites comme le Mexique, 40% de hausse, le Brésil, 30%, l'Inde, 16%. Mais pour ceux qui sont investis directement en Chine, vous le savez, la Chine, ça a été une grosse déception cette année, j'ai envie de dire encore à nouveau, avec 13% de baisse, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Même les obligations finalement s'en tirent pas mal, avec des performances comprises entre 3 et 5%. Alors, si vous êtes investi dans des obligations, vous êtes très souvent sur des ETF, et en regardant les ETF, vous êtes très souvent entre 3 et 5% de performance cette année sur les ETF obligataires. Ça dépend si vous avez investi dans des obligations d'État, d'entreprises américaines, européennes, mais bon, globalement, tout ça se tient à peu près. Pour ceux qui ont été investis dans l'or, c'était plutôt une année correcte pour l'or, avec une hausse d'environ 13%. Je dis année correcte, mais on aurait pu imaginer une meilleure performance avec l'inflation qu'on a eue, mais bon, 13% c'est quand même pas si mal. Et puis bien sûr, ça a été l'année des cryptos, superbe année sur les cryptos, avec un Bitcoin en hausse de 157%, l'Ether de 96%, et puis des bons assez énormes du côté par exemple de Solana avec 900% de hausse, etc. Mais il faut quand même le rappeler, on n'est pas encore sur les plus hauts sur les cryptos, donc en fait on est surtout en train de rattraper la grosse baisse de l'année précédente. Alors sachant que la plupart des portefeuilles sont un mix de tout ça, c'est-à-dire un mix d'actions américaines, européennes, un petit peu de marché émergent, parfois des obligations, parfois de l'or, parfois des cryptos, mais on peut se dire que vu que tout a soit bien performé, soit très très bien performé, l'ensemble de tout ça fait que la plupart des portefeuilles des investisseurs se sont très très bien comportés cette année. En fait, il y a finalement que deux classes d'actifs, c'est même pas des classes d'actifs, mais on va dire deux niches qui ont vraiment souffert cette année, et ces niches, ça va être la Chine, parce que je peux même pas dire l'Asie, c'est pas vrai, le Japon a fait une très bonne année, donc c'est vraiment la Chine d'un côté, et puis la Thaïlande plus accessoirement, et de l'autre côté c'est les énergies renouvelables, ou plutôt les actions énergies renouvelables qui ont été globalement coupées en deux, qui ont perdu 50% cette année. Donc, mais si on enlève la partie Chine et puis la partie énergie renouvelable, parce que globalement, il y a très peu de gens qui vont être investis 100% en Chine ou bien 100% dans des actions énergie renouvelables, ça fait ça ne représente qu'une toute petite partie des portefeuilles. Donc, même si vous étiez un peu plus exposé que la moyenne sur la Chine ou bien sur les énergies renouvelables, dans l'ensemble, vous avez un portefeuille qui s'est bien comporté. Donc, très très difficile de perdre de l'argent en 2023. Et pourtant, comme chaque année, comme chaque bonne année, il y a certains d'entre vous, certains investisseurs qui vont faire moins bien que la moyenne, qu'on peut fixer à 20, une bonne vingtaine de pourcents cette année, si vous avez été relativement prudent. Il y a beaucoup de gens qui vont être en dessous de cette performance-là. Et je me suis posé la question, et finalement, il y a quelques raisons
qui font que vous avez potentiellement sous-performé le marché cette année. Et la première, c'est très souvent le cas, mais là je tiens à le répéter encore cette année, c'est quand vous avez trop de liquidités, que vous gardez beaucoup de liquidités pour investir soi-disant à un meilleur moment. Parce que non seulement par définition le cash ne rapporte rien, mais en plus il se fait grignoter chaque année par l'inflation. Et il y a une autre raison qui explique la sous-performance, mais qui est liée au fait de garder trop de liquidités, c'est que beaucoup d'investisseurs écoutent trop les vendeurs de peur. Ça fait très longtemps, depuis que cette chaîne a été créée, en fait, que je le répète. Pour moi, les vendeurs de peur, les gens qui vous font peur, soit ce sont des investisseurs, soit des créateurs de contenu qui vous parlent tout le temps de crack, de récession, etc., du fait qu'ils sont vendeurs à découvert, etc. Ces gens-là, ce sont pour moi non seulement des charlatans, parce que l'étude de l'histoire vous montre que globalement, les actifs qui sont bien investis rapportent de l'argent chaque année, c'est le but, et la bourse en fait partie, d'ailleurs parmi les meilleurs rendements historiques. Donc pour moi, ce sont des charlatans, mais encore, s'ils restaient dans leur coin à rien dire et à être vendeurs à découvert et à perdre de l'argent chaque année, ça me dérangerait pas, mais ce qui me dérange, c'est qu'on les voit extrêmement présents. Et pour moi, il y a plusieurs catégories. Déjà, la première catégorie, ce sont les pessimistes. Ce sont vraiment des pessimistes. Ils ont ça en eux. Alors, dans cette catégorie de pessimistes, il y a ceux qui vont globalement toujours c'est dans leur personnalité, toujours croire que ça va moins bien, que le monde a atteint un pic, etc. Et ces gens-là, en général, ils sont pas investisseurs, il faut un minimum d'optimisme pour être investisseur. Donc, parmi les deux catégories, donc ceux qui sont vraiment pessimistes, il y a ceux qui ont ça en eux, et puis il y en a d'autres qui veulent juste faire un gros coup. Voilà, régulièrement, essayer d'être vendeur à découvert, de prévoir le crack avant tout le monde et de pouvoir dire, voilà, là où tout le monde a perdu de l'argent, moi j'en ai gagné. Ça, c'est un gros fantasme parmi ce qu'on appelle les permabères, ceux qui pensent que le marché pensent éternellement que le marché va baisser, alors que historiquement le marché, bon an mal an, va monter, baisser, etc. Mais à long terme va avoir globalement une croissance de entre 7 et 10%. Mais non, ces gens-là, ils vont tout le temps essayer de toucher le gros lot, ils vont jouer à la loterie, ils vont acheter un ticket de loto régulièrement, ils vont perdre jusqu'au moment où ils vont gagner, ils vont pouvoir se vanter. Mais si on regarde tout ce qu'ils ont dépensé en tickets de loto auparavant, finalement ils sont pas si gagnants que ça. Donc ça va être les vrais pessimistes. Et à la limite, ceux-là, je leur en veux pas trop, tant qu'ils font ça dans leur coin. Et puis il y a une autre catégorie qui est malheureusement apparue avec les réseaux sociaux, qui sont des gens qui ont vite compris que quand on met des titres négatifs, des titres qui font peur aux gens, quand on parle de crack, etc., sur une chaîne notamment dédiée à la finance et à la bourse, ça marche. On a à peu près 2 fois plus de clics, et je vous parle de ça en connaissance de cause. Sur cette chaîne, je vois bien que la première vidéo, celle qui est en tête des classements, en termes de vues, à plus de 300 000 vues, c'est une vidéo où un gérant prévoit un crack pour 2021, etc. Ou je sais même plus si c'était 2021 ou pas, mais bon, en gros, dès que vous mettez les mots crack, récession, crise, etc., vous allez à peu près avoir 2 fois plus de vues que d'habitude, ou que sur des vidéos classiques, voire même optimistes. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui, parce que vous êtes abreuvé de ces titres, et parfois, j'essaye vraiment de me limiter, mais parfois je vais faire un titre qui va un peu vous titiller, vous faire un petit peu peur, mais le message dans la vidéo est toujours optimiste. Mais au final, ça c'est vraiment un drame aujourd'hui. Donc toute cette partie vendeur de peur qui est très liée à la première raison pour laquelle beaucoup de monde ont perdu de l'argent, c'est plutôt un coup d'opportunité, mais en ayant trop de cash cette année, c'est que ces vendeurs de peur vous font hésiter. Ils vous font croire qu'il vaut mieux garder de l'argent de côté pour investir plus tard, et ça fait des années qu'ils répètent ça, et pour moi c'est un vrai drame, parce que l'impact, c'est rarement que vous allez parier contre la bourse. La plupart d'entre vous n'êtes pas assez fous pour vendre à découvert la bourse sur du long terme. Mais malgré tout, ça va vous donner cette tendance de tout le temps garder trop de cash. Alors il en faut, attention, il faut garder des liquidités, mais trop souvent, vous allez avoir un gros matelas de cash. Cette année, si vous aviez 30% de cash dans votre portefeuille, vous avez perdu à peu près une vingtaine de %. Voilà, c'est un coup d'opportunité, puisque cet argent-là, s'il est dans votre enveloppe investissable, elle aurait dû être investie, gagner 20%, et encore cette année 20% c'est souvent un minimum, donc vous auriez pu gagner 20% sur ce cash-là, donc c'est un vrai coup. Et pour reparler d'un des permabères les plus connus, Michael Burry, vous savez, qui a gagné énormément d'argent pendant la crise de 2008, et dont l'histoire est racontée dans le très bon film The Big Short, Michael Burry, chaque année il annonce qu'il va y avoir un crack, et il a parié contre le marché en début d'année en vendant à découvert des positions sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Alors il a clôturé sa position avec une perte de
40%. Et puis il a remis le couvert avec une position de vente à découvert. Cette fois-ci, enfin c'est pas une vente à découvert, il a utilisé des options de vente, des puts, sur un ETF semi-conducteur. Alors parier en cette fin d'année contre un ETF semi-conducteur, autant vous dire que ça lui a coûté cher. Et dans un autre style, un style qui est bien pire selon moi parce que c'est pas vraiment un investisseur, on a Robert Kiyosaki. Vous connaissez peut-être parce qu'il est très connu pour avoir écrit le livre Père riche, Père pauvre. Alors j'ai rien spécialement contre le livre Père riche, Père pauvre. Il est même pas si mal finalement pour quelqu'un qui démarre un peu dans les finances personnelles. Enfin, je parle pas de l'investissement en bourse, hein, mais je parle du côté investir, placer dans des actifs, etc. Mais Robert Kiyosaki se ridiculise depuis des années sur Twitter ou ailleurs en nous expliquant chaque année qu'il y aura un crack, etc. Et à chaque fois, il annonce un crack dans les prochaines semaines, prochains mois. Évidemment, il n'y a rien qui se produit. Ou alors, quand ça se produit, il pourrait nous dire qu'il faut acheter à ce moment-là. Mais non, parce que au creux du crack, enfin au creux de la crise en question, il nous répète que la crise va encore s'empirer. Donc finalement, c'est quelqu'un, je ne sais même pas s'il est encore investi, ce type-là, bien qu'il incite les gens à le faire, parce que finalement, il est devenu tellement pessimiste que c'est fou. Il a dû être très optimiste à un moment, ça l'a rendu riche, et puis depuis, voilà, il a vrillé, il a basculé de l'autre côté. Donc voilà, ce côté vendeur de peur, charlatan, etc., c'est ce qui a pu vous coûter de l'argent cette année. Un autre point qui a pu vous faire perdre de l'argent cette année, c'est de changer d'avis trop souvent. Alors, plutôt que de changer d'avis, c'est pas ça en fait, c'est de changer de stratégie trop souvent. Parce que si vous avez une stratégie d'investissement à long terme, et stratégie éprouvée, ça c'est vraiment le mot important, éprouvée, c'est-à-dire qui a marché pendant très longtemps dans le passé, qui n'est pas quelque chose comme ça qui sort d'un peu n'importe où. Si vous avez une stratégie éprouvée, je sais pas, vous êtes investisseur passif dans des ETF avec telle et telle répartition, ou à l'inverse, vous faites du stock picking sur les entreprises de croissance ou sur les entreprises value, etc. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de changer régulièrement de stratégie. Parce que les stratégies sont souvent cycliques, notamment les stratégies croissance, value, etc. Donc ce qui peut arriver, c'est que vous faites une stratégie, par exemple croissance, qui a moins bien marché dans le passé, qui a très bien marché cette année, mais moins bien les années, notamment en 2022. Ce qui a pu se passer, c'est qu'en 2022, vous ne croyez plus aux entreprises de croissance, donc vous avez une grosse perte. Vous changez de stratégie pour passer sur des entreprises décotées, sur du value, au moment où les entreprises de croissance en 2023 ont eu une super performance, je vous le disais, Nasdaq plus 54% cette année. Donc ça c'est dramatique. Même chose sur les investisseurs en valeur décotée, même chose si je sais pas, vous étiez un peu surexposé au marché émergent, etc. Si dès que ça va pas bien, vous commencez à changer de stratégie, alors il est très probable que vous allez toujours couper au plus bas et finalement prendre le pire de chaque stratégie. Et puis finalement, une belle année comme ça, où la plupart des gens ont une belle performance, on se rend compte que ce qui d'habitude fait perdre coûte encore plus d'argent dans ces belles années. Par exemple, être focalisé sur du court terme, vouloir faire du trading. Bon, dans une année où les marchés sont à peu près stables, on va dire, ça va pas vous coûter trop cher. Enfin, si vous n'êtes pas un trop mauvais trader. Mais en tout cas, vous n'allez pas avoir un énorme coût d'opportunité si à la fin, les bourses mondiales ont fait à peu près 0%. Alors qu'une année où l'indice américain fait plus 25%, forcément le coût il est énorme. Si vous avez passé votre année à essayer de faire des petits achats-ventes, etc., et vous terminez l'année avec un petit gain, alors que sans rien faire, vous auriez eu entre 20 et 25% de performance, là le coût il est énorme. Même chose, je vous conseille souvent de pas trop vous focaliser sur la macroéconomie. Et une fois de plus, si vous étiez focalisé sur la macroéconomie, vous auriez parlé de Fed, de Banque centrale toute l'année, attention, hausse des taux, etc., c'est l'horreur. Et puis finalement, non, les bourses mondiales ont augmenté de 20-25%. On a aussi le fait de prendre ses profits trop tôt. On le sait, c'est un des pires défauts en bourse. Et là, cette année, on parle de moyenne. Quand je dis 20-25% de hausse, c'est une moyenne. Mais vous avez, si vous avez un portefeuille diversifié, vous avez sûrement eu certaines entreprises qui ont fait des très très bonnes performances. Dans mon portefeuille, j'ai deux valeurs, j'ai une valeur qui a fait 100% de hausse, une autre valeur 200% de hausse. Après, en dessous des 100%, j'en ai quand même quelques-unes. Et j'ai eu quelques pertes, mais finalement pas grand-chose. Si j'avais pris mon profit à 20-30% de hausse sur ces deux valeurs-là, qui ont fait une belle partie de la hausse de mon portefeuille n'aurait pas du tout eu la performance qu'il a eu cette année. Et ça c'est vrai pour les indices en général. Si vous enlevez les quelques très beaux performeurs, les Nvidia, etc. de votre portefeuille, vous allez voir ou des indices, vous allez voir que la performance n'est plus du tout la même. Donc on s'aperçoit que tout ce qu'on discute régulièrement là dans ces vidéos ou ces émissions pédagogiques, tous ces conseils un peu bateaux que je vous répète, on s'aperçoit que oui, c'est très valide pendant les périodes
de baisse, de crack, etc. Oui, il faut être diversifié, etc. On s'en rend compte. Mais finalement, dans les périodes de gains, les belles années comme on a eu en 2021 ou comme on a en 2023, c'est aussi des années où finalement, il faut encore plus appliquer ces règles de pas trop regarder la macroéconomie, d'investir à long terme et puis de laisser courir ses gains. Et cette année, ça a vraiment été un très bon exemple parce qu'on était tous, et je pense que vous l'avez vécu aussi, on était tous titillés sur se dire mais c'est pas possible, ça peut pas durer, le marché peut pas continuer à monter, il faut vendre, etc. Parce qu'on entend les vendeurs de peur, on entend la partie sur les taux, la Fed, etc. Et tout ça, dans notre cerveau, ça fait un peu de la bouillie et puis on est tenté de prendre les profits trop tôt. Donc j'espère que vous l'avez pas fait. N'hésitez pas bien sûr à me mettre en commentaire votre performance, pourquoi elle a été plutôt bonne, pourquoi elle a été plutôt moins bonne. Voilà, est-ce que vous êtes tombé dans certains des pièges que j'ai cités aujourd'hui, ou est-ce que vous avez été investi dans des classes d'actifs? Par exemple, moi je suis quasiment pas en crypto et j'ai vu s'envoler les cryptos cette année. Ça me dérange pas du tout parce que après c'est un aspect de croyance si vous voulez. Moi je suis beaucoup plus focalisé sur la bourse que sur les cryptos, mais peut-être que certains d'entre vous ont fait une superbe année sur les cryptos. Voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et puis voilà, bonne fête de fin d'année à vous tous et on se retrouve en 2024 pour à nouveau une superbe année d'investissement. Merci encore pour votre soutien et à bientôt.